Monsieur Bien, Safar. Monsieur le maire, mes chers collègues, un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la situation de la commune, c'est toujours un moment attendu par les élus, mais aussi par la presse et certains grenoblois qui s'intéressent à ces questions, sachant qu'elles sont ardues et que, comme disait un grand homme d'État britannique, un rapport de la CRC, c'est un peu comme les statistiques, on peut lui faire dire à peu près tout et son contraire, avec le même talent, le même brio dont nous sommes tous capables. Ceci dit, on sort rarement indemne d'un rapport de la CRC, ou plus exactement, si l'on s'en réfère à la gravité des remarques potentielles, on en sort rarement vierge de toute remarque, et très souvent, certaines d'entre elles peuvent faire l'objet de différences d'interprétation. Madame Tavel ne s'en est pas cachée, et j'y reviendrai tout à l'heure pour ce qui concerne la période passée. Les raisons sont connues. Pour ce qui concerne ce rapport, il porte sur deux exercices différents, ce qui veut dire quand même pour notre ville plusieurs milliers d'actes, de décisions, dans une complexité de plus en plus forte, qui est celle de toutes les collectivités territoriales d'agir dans un contexte réglementaire, dans un contexte économique, dans un contexte social et budgétaire, dont le moins que l'on puisse dire, ce que ne relève d'ailleurs pas la CRC et que je regrette, c'est qu'en 6 ans, ce n'est pas la stabilité qui le caractérise. En effet, les collectivités ont subi, non seulement sur ces 6 dernières années, mais avant, des changements de réglementation, parfois imposés par l'État, sans discussion, en étant obligés dans l'urgence de les appliquer, et bien souvent, ces changements de réglementation provoquent une évaluation complexe dans la contradiction qui est nécessaire avec la Chambre. L'autre point, c'est que l'indépendance nécessaire des magistrats de la Chambre, que nous saluons collectivement, constitue un élément fort de notre démocratie locale et que nous aurions tort, ici ou là, de faire comme si il s'agissait d'un document simplement sympathique et positif, nous amenant à nous améliorer. Il s'agit de plus que cela, mais il ne s'agit pas non plus, et la Chambre d'ailleurs ne tombe pas dans ce qui serait une erreur, de nous imposer des lignes directrices en termes de politique publique. Ce n'est pas l'objet d'un tel rapport. Car cette même indépendance des juges confère aux avis rendus une force déterminante dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, culture qui n'est pas vraiment encore ancrée dans notre pays, une force déterminante dans le cadre de l'évaluation des procédures mises en œuvre pour les appliquer et des écarts constatés entre les résultats attendus et les résultats obtenus ou pas. Depuis 1995 et jusqu'au rapport de 2011, tous les rapports ont évidemment donné lieu à des échanges contradictoires, parfois vifs, comme le rapport de 2011 que je vous invite à lire, il doit être archivé et donc disponible pour chacun, qui avait donné lieu pratiquement de la part de la ville de Grenoble à un quasi-contre-rapport, pointant même quelques erreurs, à notre avis, d'appréciation et de calcul pour ce qui concerne, à l'époque, la structure budgétaire de la ville. Ceci dit, ces rapports-là ont toujours permis d'aider la collectivité à améliorer son action, à améliorer le suivi de celle-ci, à mettre en place les actions correctives qu'elle souhaitait apporter, et c'est indispensable aux remarques de la Chambre. Alors ce rapport-là était d'autant plus attendu qu'il couvre une période d'exécution et de mise en œuvre des politiques publiques et des budgets équivalente à 2 équipes municipales distinctes suite aux élections de début d'année 2014 et à la désignation d'une nouvelle majorité municipale. Il est, et chacun le sait très bien, au sein de notre Assemblée, d'une certaine façon un juge de paix qui permet une lecture objective, indépendante et techniquement fiable, normalement, de nos actions. Il l'est d'autant plus que notre groupe avait même souhaité que la Chambre puisse se saisir rapidement de la situation de notre ville au moment de la mise en œuvre du plan dit plan de sauvegarde, vœu auquel vous n'aviez pas accédé, en nous disant justement attendre avec sérénité le rapport dont nous parlons ce soir.
Il l'est aussi, ce juge de paix, parce qu'il permet enfin de tirer au clair et avec précision ce qui relève des éléments de langage, pour ne pas dire de communication ou de propagande, qui ont été ceux de votre équipe depuis le début du mandat, pour justifier des décisions qui ont engagé l'action publique de la ville. Ce sera mon premier point. Il l'est parce que c'est aussi un moyen objectif d'évaluer la mise en application d'un discours qui, sans être celui des marcheurs, opposait déjà le nouveau monde, transparent, vertueux, irréprochable, au monde ancien, opaque, dispendieux et moralement douteux. Et ce sera mon deuxième point. Il l'est aussi parce qu'il doit nous permettre de voir réellement où en est notre ville sur les questions fondamentales de l'avenir de nos équipements publics, de la charge financière qui en résulte, non seulement à ce jour, mais aussi pour les prochaines années, voire prochaines décennies. Il s'agit là de notre devoir d'élus locaux de tout faire pour anticiper et d'éviter les à-coups trop brutaux liés à une insuffisance de prévision. Penser à la ville de demain n'est réellement possible que si nous savons sur quelle structure budgétaire nous appuyer et nous irons travailler. Ce sera mon troisième point. Il l'est enfin parce qu'il donne un éclairage sur la gouvernance de la ville et les difficultés qu'il faudra relever dans les années à venir et qui feront, à n'en pas douter, l'objet des premières réflexions sur certains bancs de notre Assemblée en tant que piste de travail lorsque le bocal, excusez-moi de reprendre l'expression, s'agitera véritablement autour des programmes municipaux. Le premier point est donc celui qui permet un avis précis et définitif sur la situation de 2011, 2012 et 2013. Autant le dire immédiatement aux Grenoblois qui nous écoutent attentivement. Après une lecture multiple, répétée, attentive du rapport, les termes d'insincérité budgétaire, de mise sous tutelle et même de risque de mise sous tutelle, de faillite et même de risque de faillite ne figurent absolument pas dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Pour le premier terme, celui d'insincérité budgétaire que vous avez utilisé au début de mandat, à notre rencontre, la CRC aurait pourtant été amenée à le signaler comme elle le fit par le passé en dénonçant la gestion municipale d'avant 1995. Pour rappel, le préfet, le tribunal administratif, les chambres régionales des comptes sont respectivement chargés de contrôler la sincérité budgétaire d'une collectivité territoriale, c'est-à-dire l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre du budget. Elle note, comme nous l'avions dit au moment du vote du BP 2013 et 2014, les difficultés d'évaluation des charges de personnel liées à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, de la revalorisation de l'indice, des heures supplémentaires du service de propreté, tout comme elle note les difficultés que vous avez objectivement rencontrées liées à la baisse des dotations de l'État, chose que nous n'avons jamais contestée et que toutes les collectivités territoriales ont dû gérer ces dernières années. Pas plus qu'elle n'évoque le risque d'une mise sous tutelle que vous avez brandi et, à mon sens, surjoué, tant en interne avec le personnel qu'en externe avec les Grenoblois, pour justifier et imposer un plan d'austérité que vous avez dramatisé en l'appelant « plan de sauvegarde », utilisant tous les symboles destinés à faire passer le message d'une faillite annoncée. La Chambre évoque en effet bien une situation financière de la commune dont la fragilité est récurrente, avec un niveau de charge de fonctionnement et une dette historiquement élevée qui pèsent sur notre capacité d'autofinancement. Elle évoque une situation très dégradée à la fin de 2015 et note que les effets attendus de votre plan au moment de l'évaluation en 2016 ne peuvent être considérés comme satisfaisants, mais note déjà un point, c'est qu'ils auront apporté des évolutions notables en augmentant les recettes fiscales sans pour autant atteindre à cette date-là les objectifs de baisse de charges de fonctionnement. Elle note aussi, et il faut le dire, que la conférence de redéploiement que nous avions mise en place lors du précédent mandat n'a pas tenu les engagements qu'elle aurait été censée tenir. Nous avons donc là un point majeur, commun, de travail futur à expliciter en essayant de ne plus en faire, j'allais dire, un cas de bataille d'Hernani permanente sur la réalité des charges de fonctionnement de notre ville
par rapport aux villes de la même strate. Nous voyons bien une faiblesse structurelle que la Chambre évoque. Je ne dis pas que je suis d'accord sur toutes les solutions qu'elle préconise, en particulier en ce qui concerne le personnel, mais qui sont pour nous un point de faiblesse, cette faiblesse structurelle qui est pour nous un point de faiblesse, que nous ne pouvons pas obérer et traiter par une espèce de déni. Ceci dit, et je suis bien obligé de le dire, même si c'est désagréable à entendre pour vous, ce qui a été une partie de vos éléments de langage n'est ni repris, ni validé, ni même esquissé par la CRC. D'une certaine façon, pour le lecteur du rapport que je suis, avec d'autres, j'ai eu un peu l'impression de me retrouver dans une situation où, tel Pierre et le loup, vous auriez tenu un discours qui ne correspond quand même pas à la réalité de la situation. Dont acte. Le deuxième point concerne aussi votre discours. Et cela a été dit de façon diverse jusqu'à maintenant. Ce discours qui s'est nourri d'une rhétorique que nous connaissons maintenant très bien, qui peut prêter à sourire à l'extérieur de l'Assemblée sur la probité et la transparence à nul autre pareil de l'équipe municipale. Ce discours-là s'est fracassé ou se fracasse sur la réalité de l'action publique. Il a été dit beaucoup de choses sur le dossier, excusez-moi, de la fête des Tuiles et de Fusée. Il faut noter que sur 40 dossiers étudiés en matière de commande publique, il y a des remarques qui concernent aussi la majorité précédente sur le manque d'allotissement, sur le fait que la variable prix, le prix donc constaté, n'ait peut-être pas été suffisamment prise en compte dans un contexte qui, je le rappelle au passage, après la crise de 2008, faisait que nous étions submergés d'alertes sur des prix trop bas visant à obtenir des marchés à tout prix de la part d'entreprises qui, quelques semaines après, étaient parfois en dépôt de bilan et n'étaient pas en mesure de répondre aux appels d'offres ou aux marchés que nous faisions. Ceci pour dire que la complexité dont je parlais tout à l'heure intègre aussi l'oubli de situations que nous avons traversées et que vous avez traversées. On sait que notre mémoire commune est parfois à 3 semaines, mais c'est une réalité. Il faut se souvenir du contexte dans lequel les choses se sont déroulées. Toutefois, 2 dossiers ont été pointés par la Chambre comme étant d'ordre plus important en termes de remarques et plus sérieux. Celui des chalets, et je vais peut-être vous surprendre, je commence par celui-ci, parce que je trouve votre réponse, et y compris les explications d'Mme Tavel données tout à l'heure, suffisamment claires à mes yeux, et elle fait justement référence à cette complexité, à la difficulté parfois dans des changements de compétences, des transferts de compétences, d'obtenir le maximum et de le faire dans les meilleures conditions. Votre réponse, excusez-moi d'être un peu immodeste, me paraît satisfaisante. Donc je considère que les remarques de la Chambre, si elles méritent d'être entendues, trouvent réponse dans la lettre que la ville a adressée. Ce n'est pas le cas en revanche pour la fête des Tuiles. Nous ne pouvons pas ne pas noter, mes chers collègues, qu'avant même que le rapport soit définitif, la Chambre a jugé utile et nécessaire de signaler ce dossier, qui a déclenché en effet une enquête qui est en cours. Cela a été dit, il n'appartient ici à personne, ni le droit, ni la mission de s'ériger ou en juge ou en procureur, avant que l'enquête ne livre ses résultats. Vous avez toutefois, si vous pouvez me le permettre, tout à fait liberté de répondre aux questions, puisqu'il n'y a pas eu d'audition chez le juge, et que je ne vois pas pourquoi on reprocherait à quelqu'un qui ne veut pas aller répondre à des sénateurs alors qu'une enquête est en cours et qui ne veut pas répondre de le faire, et dans le même temps accepter qu'ici on ne répond pas aux questions des élus alors que l'enquête est à peine au début et qu'il n'y a eu aucune audition chez le juge d'instruction. Je ne relirai pas les termes qui sont ceux de la Chambre sur les difficultés qui ont été rencontrées, les recrutements pour le moins sympathiques liés à l'association,
les coups de tampon et les coups de Tipex qui visiblement ont été tentés pour essayer de dissimuler maladroitement peut-être des erreurs de réception. Tout cela est désagréable. Et pour tout vous dire, tout cela ne nous réjouit pas. Je ne pense pas d'ailleurs que ça vous réjouisse non plus, parce que sinon, ça relèverait d'une pathologie que je ne comprends pas. Le plaisir de se retrouver dans cette situation-là pour un élu local, ça n'existe pas. Là où c'est inquiétant, c'est que nous ne pouvons pas faire comme si, en effet, pour certains, ce genre de dossier n'était pas du pain béni pour essayer de faire oublier un passé plus ou moins éloigné et de se payer une virginité. Vous devez donc répondre tranquillement, sérieusement, aux questions qui se posent. Vous le ferez puisque vous l'avez dit. Nous serons en mesure d'attendre ces explications-là et nous attendrons de voir comment la justice traitera ces réponses. Ni plus, ni moins. Mais cette situation existe et il ne faudrait pas donner l'impression que finalement ce rapport est tellement merveilleux et nous l'attendions tellement que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je veux à ce propos saluer le travail réalisé par les services à cette occasion. Et c'est un motif de fierté et de satisfaction pour nous tous. Ils ont signalé les difficultés. Nous devons entendre justement qu'ils n'ont pas été suffisamment entendus. Et je regrette, Madame Tavel, que dans vos propositions, vous qui êtes sensible au dispositif des lanceurs d'alerte, rien ne relève de ce qui pourrait être la prise en compte des alertes internes, y compris en organisant des commissions restreintes, mais avec l'ensemble des groupes représentés, pour voir comment traiter ces alertes-là. Je sais que ça n'est pas facile, parce que nous sommes dans une ville où le climat politique, depuis de trop nombreuses années, ne prête pas à cette confiance-là. C'est aussi un point qu'il faut savoir évoquer devant les Grenoblois, en disant clairement que ça ne peut plus durer comme ça. Ça fait 30 ans que dans notre ville, nous vivons dans un climat anormal de suspicion, d'affaires à venir réelles ou supposées, de jeux des uns et des autres pour essayer d'atteindre le travail des politiques publiques réalisées par les uns ou par les autres. Chacun ici sur ces bancs a joué à ce jeu, malheureusement. Chacun ici sur ces bancs doit pouvoir regarder en face la situation que cela crée en termes de qualité du débat de démocratie locale qui est le nôtre. Nous devrions pouvoir parler de ce que la Chambre évoque sans que tout de suite les tensions qui sont spécifiquement grenobloises apparaissent. Par ailleurs, la Chambre évoque le dossier du Crédit Agricole. Il a été évoqué aussi à l'instant. Et là encore, je vais peut-être vous surprendre. Je ne rejette pas pour ma part, en bloc, le montage financier tel qu'il a été présenté. Quand on le regarde, et j'écoutais tout à l'heure M. Breuil avec attention, quand on lit attentivement et les remarques de la Chambre et la réponse de la ville, il s'agit d'une différence notable d'appréciation sur les flux financiers générés par le montage qui a été celui retenu entre l'acheteur et le vendeur et qui a été proposé. Flux qui intégrait la prise en compte ou pas, par exemple, de la charge de la taxe foncière, prise en compte par le vendeur jusqu'à la cession réelle et définitive des bâtiments, alors qu'on aurait pu l'intégrer tout simplement dans le prix du loyer. Peut-être que ça aurait permis de voir les choses un peu plus clairement. Mais là où la critique de la Chambre est intéressante, et elle n'est pas valable que sur ce dossier, et d'ailleurs, sur le mandat précédent, ces points-là sont aussi évoqués. C'est l'absence d'informations réelles ou réellement transparentes ou suffisantes qui a été celle des élus au moment de voter la délibération, particulièrement sur l'état réel du bâtiment, sur les projets à venir. D'ailleurs, nous avons formulé plusieurs fois oralement la demande d'une présentation en conseil, et sur les coûts réels du bilan financier de l'opération. Il y a là un axe d'amélioration inévitable, clair, net. La Chambre pointe des irrégularités
elle le fait clairement, c'est à vous d'y répondre. C'est donc sur ces dossiers, comme sur d'autres, la méthode de travail qui est pointée du doigt. Une absence de transparence que nous dénonçons régulièrement sur de nombreux dossiers, qui malheureusement semble ou est la source d'irrégularités et de manquements graves au fonctionnement de notre collectivité. Ces points-là ne doivent pourtant pas obérer un autre point important du rapport de la CRC. Il s'agit de la réalité budgétaire de la ville. Vous l'avez passé tous, mais assez rapidement. Plusieurs points, rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure, en effet, la Chambre, et vous l'avez dit, pointe la fragilité structurelle de la ville. Vous reprenez d'ailleurs dans votre réponse, dès les premières lignes, ce constat énoncé, écrit, dans les mêmes termes. En termes de pilotage budgétaire, la CRC note qu'entre 2011 et 2013, les dépenses de fonctionnement sont précisément déterminées, alors que les recettes sont légèrement surévaluées par prudence. À compter de 2015, les dépenses, elles, sont largement surévaluées, à l'instar des recettes. Il faut reprendre les choses dans le sens d'une évaluation fiable et la plus précise possible. Le taux d'exécution de nos dépenses d'équipement n'est pas satisfaisant pour la Chambre régionale des comptes. Là encore, un effort est nécessaire quand, en moyenne, nous sommes à 68% sur la période, avec une chute, mais qui est sans doute objectivement liée aux difficultés liées aux baisses de dotation. Il faut regarder les choses très clairement, avec une baisse forte de ce pourcentage de dépenses d'équipement réalisées. Un effort doit être fait en matière d'information budgétaire. Là, si on veut bien regarder les changements de réglementation depuis des années, tous les ans ou presque, on demande aux collectivités d'informer plus, différemment et autrement. Tant mieux, la Chambre le prend en compte, à vous de le mettre en place. Le plan de sauvegarde, qui est avant tout aujourd'hui, la formule est peut-être un peu forte, mais je l'ai noté, un choc fiscal au détriment des économies de fonctionnement ou du résultat attendu sur celle-ci. Je m'en suis expliqué tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. Les dépenses d'équipement sont en baisse, je l'ai dit tout à l'heure, mais en revanche, le stock de la dette, l'encours de la dette, lui, a légèrement augmenté sur la fin de la période 2011-2016, reste historiquement élevé, et par rapport aux villes de la strate, et c'est là que nous avons des axes d'amélioration, cet encours de la dette ramené à l'habitant, au Grenoblois, est de 1 708 € par habitant, par Grenoblois, quand ce même encours, en moyenne, est de 1 175 € pour un Français habitant dans une ville de la même strate dans notre pays. Il faut donc que nous ayons une réflexion sur ces deux items, les dépenses d'équipement et la réalité du poids de notre dette. À mon sens, c'est ici, monsieur le maire, qu'il faut porter l'effort et la réflexion à partir de ces données objectives pour bâtir un plan de développement durable à construire, à proposer, à présenter, qui demandera des efforts, mais au moins, ceci ne reposerait pas sur des éléments de langage, mais bien sur une réalité budgétaire qui s'impose à nous et qui est un des points faibles de la ville de Grenoble. Je terminerai sur 2 points. Sur la gouvernance. Indiscutablement, les remarques de la Chambre remettent sur la table le devoir et le droit d'information des oppositions. Nous allons proposer quelques amendements tout à l'heure au plan de Madame Tavel, enfin que présentera Madame Tavel. Il y a un amendement auquel nous tenons parce qu'il était inscrit dans vos promesses électorales et que vous ne l'avez pas mis en application. Et il nous semble indispensable, si nous voulons avoir un débat serein sur ces questions de finances, c'est celui qui consiste à donner la possibilité à un groupe de l'opposition de présider la commission finances de la ville de Grenoble. C'est fait à la métropole, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire ici.
L'autre point, c'est de voir comment nous pouvons continuer à réfléchir en toute transparence à l'avenir de la fête des Tuiles. Et nous demanderons une mission d'information municipale, non pas sur les sujets évoqués par la Chambre, mais bien sur la fête, ce qu'elle coûte vraiment, parce que la Chambre aussi a une appréciation du budget très différente de celle de la ville, ce qu'elle va devenir et comment nous pouvons renforcer, pérenniser cet événement populaire et fédérateur. Nous ne sommes pas favorables, nous le disons très clairement, à ce qu'un événement populaire, même connaissant des difficultés, disparaisse. Nous sommes dans un temps où les éléments de rassemblement collectif sont trop rares pour que nous le balayions d'un revers de main et fassions comme s'ils n'avaient pas de sens. Nous pouvons être en désaccord sur le sens donné, nous ne pouvons pas faire comme si notre pays, comme notre continent, était aujourd'hui balayé par le vent mauvais de l'individualisme, de l'égoïsme, du repli sur soi. Il faut donc tout faire pour maintenir des événements de ce type-là. Le dernier point, puisque cela a été évoqué, la Chambre évoque aussi Alpexpo. Madame Fiala-Finet, je vous remercie de votre satisfecit qui consiste à dire que M. Desto a très mal géré et M. Desto a M. Piolle a très mal géré, mais les lapsus sont révélateurs parfois. Mais j'ai une question à vous poser, à vous, non pas à vous, Sylvie Fiala-Finet, mais à toutes celles et ceux qui sur ce dossier ont beaucoup parlé, parfois en affaiblissant d'ailleurs la structure, qui aujourd'hui font comme si celle-ci ne s'était pas redressée quand même, avec d'ailleurs une négociation avec le fisc qui avait commencé sous Madame Deschamps et qui a été finalisée ces dernières semaines, qui joue aussi dans l'amélioration financière du bilan de la société. J'entends ce qui est dit sur la concurrence avec Lyon, la faiblesse par rapport à Eurexpo, citons les choses telles qu'elles sont. J'ai simplement deux questions à poser. Quel serait aujourd'hui notre débat si nous avions décidé de ne pas soutenir Alpexpo et de laisser l'outil mourir? Personne ne répondra jamais à cette question. Quel serait notre débat, enfin, si, comme Eurexpo, et ça fait partie du retard que nous avons eu sur le fait métropolitain, Alpexpo avait été soutenu et par la métropole, et par le Conseil général, et par la région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi. Je crois savoir, monsieur le maire, que M. Wauquiez vous a ouvert la porte lors d'une précédente visite. Quand on compare les équipements comme ceci, faisons-le à armes égales. Pour ma part, pour notre part, nous ne jouerons plus contre la ville, contre Alpexpo. Nous ne ferons plus comme certains l'ont fait ici, sur ces bancs-là, et qui sont aujourd'hui dans la majorité, en tapant sur un outil de promotion et de valorisation du milieu économique de notre territoire, sans trop se soucier des conséquences, même d'ailleurs pour le personnel de l'équipement. J'ai été un peu long, je suis désolé, mais je crois que le rapport qui couvrait les deux périodes nécessitait aussi, non pas un jeu de mise en équivalence ou de ping-pong, ce n'est pas l'objectif, une lecture que nous avons souhaité la plus prospective possible. Nous ne sommes encore une fois pas là pour donner ou un diplôme ou un satisfecit. La Cour, la Chambre pointe de graves faits qui méritent des réponses. Elles seront données. La Chambre dit très clairement que nous sommes dans une ville qui doit travailler sur sa structure financière si elle veut que l'avenir lui sourie de façon plus simple. Elle évoque aussi les problématiques grenobloises de retard du fait métropolitain. J'ai au moins une satisfaction, je suis désolé de terminer par un jeu, c'est celle d'avoir été le dernier adjoint aux finances d'un maire qui aura donc travaillé pour cette ville 19 ans, sans jamais subir autre chose que des remarques de la Chambre régionale des comptes, d'un maire qui, avec Didier Migaud puis Marc Bayetto, a enfin enclenché le processus métropolitain, parfois dans la douleur. Vous en bénéficiez en tant qu'équipe majoritaire, nous en bénéficions en tant que Grenoblois. Il faut en faire une chance pour les Grenoblois et pour que l'avenir de Grenoble soit vraiment
un avenir aussi radieux que possible. Merci.